Salut! Voici le dernier cours avant le début de ceux sur la Seconde Guerre mondiale. Je dois te parler de cette grande crise économique qui a secoué l'Amérique et l'Europe aussi. En fait, ça s'est étendu assez mondialement de 1929 à 1939. Pendant 10 ans, sur le territoire, il y a eu de la grande misère. Alors, la crise économique, on l'a aussi appelée la grande crise, puis la dépression. Si tu entends ces mots-là, c'est qu'il est toujours question de cette grande crise économique. On voit des enfants là, c'est ça, hein, qui n'ont pas de l'air super radieux parce que c'est une époque qui a été extrêmement difficile. Replaçons-nous dans le temps. De 1900 à 1914, c'était la belle époque. Lors de la belle époque, on était dans une période de prospérité. Souviens-toi que on a fait d'importantes découvertes, on améliore notre style de vie, on communique entre les villes, entre les pays, même entre les continents. Donc, la vie a complètement changé à partir de 1900. Ensuite, de 1914 à 1918, il y a eu ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale. Et durant cette Première Guerre mondiale, souviens-toi qu'on en a parlé, là, il y a eu des efforts de guerre. Les industries se sont transformées en fabricants d'armement au Canada et partout dans le monde aussi. Il fallait fabriquer des obus et fabriquer des obus. OK? Donc, ça n'a pas été une période facile, mais l'industrie fonctionnait à plein régime. Ensuite, de 1918 à 1929, c'est ce qu'on a appelé les années folles. Pendant 11 ans, après la guerre, on dépense puis on s'amuse sans compter. Et parce que les États-Unis ont sauvé la Première Guerre, parce qu'ils sont devenus importants dans l'équilibre mondial, ben ils sont de plus en plus importants, les États-Unis. OK? Donc, il faut se rappeler de ça. Arrive 1929 et là, badang! Il y a ce qu'on appelle un crash boursier qui s'est passé. La bourse de New York s'est effondrée. Je vais essayer de t'expliquer ça du mieux que je peux. Et ce qui a mis fin à la grande crise, 10 années de disette, ça veut dire on se prive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. OK? Les gens sont au chômage et n'ont pas d'argent. Il faut se priver. Donc, après 10 ans de crise économique, ce qui a mis fin à la crise économique, c'est malheureusement la Seconde Guerre mondiale, parce que là, on va repartir les entreprises pour fabriquer d'autres armements, donc l'économie va reprendre. C'est un peu plate à dire, mais c'est ça qui s'est passé quand même. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait ça. Donc, c'est quoi ça, la bourse? Parce que pour pouvoir comprendre ce que c'est une crise économique, tu dois savoir ce que c'est que la bourse. Peut-être que tu as déjà entendu des gens parler du fait qu'ils avaient acheté des actions en bourse, que leurs actions avaient grimpé ou que leurs actions avaient descendu. Donc, ce que c'est la bourse, ben, il y en a une très importante à New York, sur Wall Street. Oups! C'est là, OK? Et puis à l'intérieur de ça, il y a tout plein de courtiers qui, eux, vont acheter pour des entreprises ou pour des particuliers des actions. Une action, c'est quoi? Bon, je vais essayer de te l'expliquer, mais il faut que tu saches que l'argent du pays se joue beaucoup à la bourse. Je t'explique comment, OK? Euh, pour bien comprendre ce qu'est la bourse, voici une petite mise en situation. Et là, attention, attention, s'il y a des adultes qui écoutent, je sais que ça n'a pas de bon sens, mon exemple, mais le but, c'est pas de rendre ça réel dans toute sa complexité monétaire, mais bien de faire comprendre aux enfants là, de quoi il en retourne. Donc, imaginons qu'au Canada, ben pas imaginons, ça existe hein, dans les territoires du Nord-Ouest et au Canada, il y a des mines de diamants. Alors là, nous, élèves de sixième année, on décide qu'on veut se partir une entreprise où on va chercher des diamants. Bon, ben là, on a besoin d'argent pour se partir une entreprise. Il faut engager des gens, il faut acheter de la machinerie. Bon, OK. Et là, tout le monde de sixième année va mettre son argent dans un pot commun. Chacun met ce qu'il peut et en tout, on ramasse 25 000 dollars. Donc, tout le monde qui a participé
au pot commun devient des actionnaires. OK? On va aller s'enregistrer à la bourse, puis là, on va attendre. On va attendre que d'autres personnes trouvent notre projet génial pour qu'ils achètent des actions de notre compagnie. Parce que pour pouvoir être gros et puissant, ben, il faut être riche. Avec 25 000 on ne fait pas grand-chose, tu vas en convenir. Hein? Donc, on attend qu'il y ait des gens qui disent oh, c'est une équipe jeune, c'est une équipe motivée, j'en ai entendu parler. Je vais acheter des actions de CH6. Et là, comme il y a nous autres, là, comme on veut faire de l'argent, on va décider que chaque action de CH6 qu'on va vendre, ben, elle va coûter 10 $. Donc, une action qui valait 1 $ quand on a investi au départ, c'est une action pour 1 $, donc 25 000 actions à 1 $. Maintenant, les actions qu'on va vendre, on va les vendre 10 $. Ça veut dire que si au départ j'avais investi 50 $, ben maintenant je possède 500 $ en actions puisqu'on a décidé que chaque action valait 10 $. Il y a un riche qui décide d'investir 1000 $ dans notre entreprise. Donc, il devient propriétaire de 100 actions parce que si chaque action est 10 $, il en achète 100, ça fait 1000 $. Là, vu que c'est un riche connu qui a acheté ces actions-là, les gens autour commencent à avoir confiance en nous. Si un riche homme d'affaires investit dans CH6, ben c'est peut-être que c'est une bonne affaire. Donc, parce que les gens commencent à avoir confiance, on va gonfler encore notre action. Ça va monter à 10 et 75 l'action. Donc, on va faire un profit supplémentaire de 75 sous sur chaque action qu'on possède. On devient toujours de plus en plus riche. Maintenant, on a décidé, nous, CH6, d'engager un géologue, quelqu'un qui va creuser et qui va aller chercher dans des nouvelles mines en Malaisie parce que ça a l'air que là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de diamants. Donc, on a fait des profits, on peut se permettre ça. On va engager un géologue. Il va aller faire des fouilles là-bas. Oh là, les nouvelles. Les journalistes viennent aux nouvelles. Ils disent, il paraît qu'une jeune entreprise de CH6, de jeunes motivés, vont aller creuser en Malaisie pour trouver des diamants. Donc, on parle de nous dans la presse. Les gens lisent ça, les gens disent waouh, c'est vraiment hot. Fait que là, il y a de plus en plus de gens qui ont confiance en nous. Et notre action maintenant, elle est montée à 13,18 $. Donc, plus les gens en parlent, plus les gens ont confiance, plus l'action va monter. Et là, pendant 3 semaines, malheureusement, les géologues cherchent, mais ils n'ont rien trouvé. Et là, ben là, la confiance des gens commence à baisser. Et quand la confiance baisse, quand on commence à ne plus croire en notre CH6, ben il y a certaines personnes qui avaient acheté de nos actions qui vont vendre leurs actions. Ils vont s'en débarrasser. Et ça, quand des gens se débarrassent de tes actions, ce n'est pas bon parce que la valeur de tes actions à ce moment-là, ben, elle chute. Tes actions perdent de la valeur. Donc, parce que les nouvelles sont pas bonnes, puis parce que ça débloque pas, maintenant, notre action est rendue à 4 et 14. Oh là là, ça a fait mal. Là, ici, notre action a vraiment tombé. C'est ça qu'on dit dans le vocabulaire de la bourse. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un riche homme d'affaires, un autre, Ricardo, qui, lui, va profiter du fait que l'action coûte seulement 4 et 14 pour en acheter 100 000. Lui, il dépense 414 000 dans CH6, se disant que lui, en investissant beaucoup, à quelque part, il doit un peu croire en notre entreprise aussi, mais le fait que lui va acheter des actions, mais le prix de l'action va monter parce qu'il en a acheté vraiment une grande quantité. Donc, notre action, effectivement, suite à l'arrivée de Ricardo, a monté à 7,79. Donc, lui vient faire du profit, puis nous autres aussi. On n'est pas à notre 10 de départ, mais quand même, on n'est pas à 4,14. Et là, parce que Ricardo s'en est mêlé, il y a plein de petits investisseurs qui vont dire oh, Ricardo trouve que c'est une bonne affaire, on retourne, on y va. Ou c'en est carrément d'autres qui s'en viennent. Et là, bonne nouvelle, après 2 mois, le géologue il a enfin découvert un gros gisement
immense. Les médias couvrent la nouvelle, on parle de nous autres à la télé, dans les journaux, et là, l'action, bang, monte à 63,12 pour une seule action. As-tu vu? Ça, c'est la fluctuation qu'on appelle. Notre action au départ valait 10, ça a monté, ça a redescendu, puis ça a remonté. C'est souvent ce qui se produit avec les actions. Ça dépend de l'économie, mais en fait, c'est ce qui met... Non, ça ne dépend pas de l'économie, c'est ce qui fait que l'économie avance ou recule par moment. Il y a différents facteurs qui vont faire en sorte que l'économie va avancer ou reculer. Donc, dans le fond, quand tu investis dans des actions, la base de ça, c'est la confiance. Tu penses que c'est une bonne affaire, donc tu vas investir dedans. Mais il y a des risques. Tu vois, ça aurait pu totalement flancher notre affaire et ceux qui avaient placé des 10 $ au début, ben, ils auraient perdu leur argent. Mais on prend un risque, on pense que ça va bien, il y a des investisseurs qui s'en mêlent et là, l'action prend de la valeur. C'est ça, jouer à la bourse, c'est prendre des risques. En 1929, la bourse à New York a complètement chuté. Plusieurs raisons ont fait en sorte que la bourse a chuté. Je vais encore une fois essayer de t'expliquer pourquoi du jour au lendemain, bang, l'économie s'est complètement effondrée. Il est arrivé le jeudi noir, le 24 octobre 1929, ce fameux soir où la bourse s'est effondrée. Tu vois des gens qui se dirigent à la bourse, qui s'en vont aux nouvelles, qui vont voir qu'est-ce qu'il y en est de leur argent. La plupart des gens qui avaient investi en bourse ont tout perdu. Les entreprises aussi ont tout perdu. Tu vois un graphique à droite là, pour te montrer qu'en 2 mois seulement, l'indice du Dow Jones, ça c'est l'indice de l'économie, si on veut, OK? C'est le chiffre qui dit que c'est un bon temps pour investir ou là, l'économie va moins bien, l'indice Dow Jones va descendre parce que ça va moins bien à la bourse. Les entreprises perdent de la valeur. Donc, tu vois que ça a descendu, mais complètement d'un seul coup. Je t'explique pourquoi en 1929, ça a fait bidding bang pouet. En 1918, à la fin de la guerre, ce qu'on fait en entreprise, c'est des obus, OK? Des bombes, des uniformes, des jeeps, des armes, des munitions. Donc, ça, là, c'est destiné à être détruit. Les bombes explosent, les armes, ben, à un moment donné, elles vont s'user, les munitions, c'est à renouveler continuellement. Les jeeps, une fois qu'elles sautées par une bombe, il faut la remplacer. Donc, on doit fabriquer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il faut continuellement renouveler notre équipement. Après la guerre, on va réajuster notre production. Là où on faisait des bombes, on n'en a plus besoin. La guerre est terminée. Ben, on va faire des toasters. On va faire des grille-pains. Ça, c'est un exemple. C'est pas vrai, c'est pas ça dans toutes les usines. Là. Je te donne juste un exemple pour que tu comprennes. Au lieu de faire des bombes, on va faire des grille-pains. Sauf que on va continuer à produire en fou. Comme on faisait pendant la guerre, on a appris à faire marcher nos industries 24 heures sur 24 puis à produire tout le temps sans arrêt. Bien, on a continué à faire la même affaire avec nos grille-pains. Fait qu'on en fait des grille-pains. Les tablettes des magasins sont pleines de grille-pains. Mais l'affaire, c'est que les grille-pains, là, ça ne s'use pas à la même vitesse que les bombes. Hein? Un grille-pain, une fois que tu en as un, t'es bon pour une couple d'années, là. Une bombe, quand elle est construite, c'est pas long qu'elle explose, puis il faut en lancer une autre tout de suite. Donc, souviens-toi, c'est vrai que pendant les années folles, on consomme beaucoup. Après la guerre, personne n'avait ça, un grille-pain. Là, tout le monde s'est mis à acheter des grille-pains. Ça donne bien, on en fabrique en grande quantité. Sauf qu'à un moment donné, les gens disent, ben écoute, j'en ai un grille-pain, là, je vois pas pourquoi je m'en achèterais un deuxième. Et les gens commencent à moins dépenser parce qu'ils n'ont pas besoin de 2 grille-pains. Et là, les usines qui fabriquent des grille-pains en fou se retrouvent avec une surproduction. Ils se retrouvent avec des paquets et des paquets de grille-pains non vendus parce que ce qu'il y avait à vendre est déjà vendu, mais ils n'ont pas ralenti la production. Donc, les usines se retrouvent en surproduction. Ils ont trop de stock, pas capables de le vendre. C'est ça,
l'origine de la crise économique. C'est qu'il y a eu trop de surproduction de marchandises, mais dans tous les domaines. Autant dans l'automobile que dans la machinerie, que dans la mécanique, que dans tout. Donc là, il faut diminuer la production. Tu dis, ben c'est pas grave, on va en faire moins, tu sais, on va diminuer la production. Sauf que quand tu diminues la production, ben, tu n'as plus besoin d'autant d'employés. Parce que tu fais moins de grille-pain, tu as besoin de moins de gens pour faire des grille-pains. Tu en faisais 100 par jour, là, tu vas en faire 10. Tu n'as pas besoin de 50 ouvriers pour ça. Fait que tu vas licencier plusieurs employés. Licencier, ça veut dire mettre à la porte, mettre au chômage. Donc, ces gens-là n'ont plus de travail. Mais il faut que tu comprennes que c'est toutes les usines qui font ça. Tout le monde en même temps se met à licencier des employés. L'employé qui est sur le chômage, penses-tu qu'il peut se retrouver un travail ailleurs? Ben non, parce que toutes les entreprises mettent du monde à pied, ils ne sont pas pour en engager. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de la crise économique. On commence au rouge en haut. On commence par avoir une surproduction, trop de grille-pain. Donc là, certaines entreprises de grille-pain même vont fermer ou d'autres, ils vont mettre à pied, c'est-à-dire congédier des gens. Là, vu que les gens sont sans travail, ben, est-ce qu'ils vont acheter autant? Non, parce qu'ils n'ont pas de salaire, donc pas d'argent pour acheter, la consommation va baisser. Donc, l'affaire, c'est que vu que la consommation baisse, on a encore moins besoin de grille-pain. Et là, on va encore se retrouver encore plus en surproduction. On va mettre d'autres mondes dehors, donc encore moins de monde qui vont acheter. Puis là, ben, on se retrouve encore avec nos toasters qu'on n'est pas capable de liquider. On est toujours en surproduction. On n'est comme pas capable de se sortir de ce cercle-là. Il y a trop de monde au chômage. Il n'y a pas de poste qui s'ouvre. Donc, les gens, pendant 10 ans, avaient de la misère à travailler. Il y avait une grande pauvreté partout. Au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout, les gens n'avaient pas de travail, donc c'était très triste, là. Les gens n'étaient pas capables de payer leur loyer, donc ils se retrouvaient à la rue. Il y a du monde qui vivait dans des roulottes, des roulottes comme on voit là, ou dans des tentes, où c'était vraiment très, 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 très pauvre. Le gouvernement a décidé de mettre sur pied alors des programmes sociaux pour venir en aide à ces gens-là. Il y a eu ce qu'on appelle le secours direct. C'est un peu les premiers pas vers le bien-être social. C'est le gouvernement qui va donner un peu d'argent, mais vraiment un peu d'argent à ceux qui n'ont plus de travail et qui ne sont pas capables d'en retrouver. On va leur donner un petit montant pour pouvoir essayer de payer une partie du loyer, manger au moins une fois par jour. Donc, on appelait ça le secours direct. Et puis, est venu au monde à ce moment-là les soupes populaires. Ça existe encore aujourd'hui. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux aller dans certains endroits. À Châteauguay, ça s'appelle la rencontre châteauguoise. Tu peux aller manger un repas pour presque rien. Donc, les gens font la file pour aller manger gratuitement. Et aussi, le gouvernement va mettre en place des travaux publics. Pour faire travailler tous les hommes qui sont au chômage, c'est là qu'on va fabriquer les principales autoroutes qu'on connaît aujourd'hui. On va fabriquer des ponts aussi. On va fabriquer des aqueducs dans les villes. On va fabriquer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a séparé là, les paiements de ça. Ceux qui payaient les employés pour faire les travaux publics, tu avais un tiers, c'était le gouvernement fédéral du Canada. Un tiers, c'était le gouvernement provincial, le gouvernement du Québec, puis l'autre tiers, c'était la municipalité, la ville où les travaux avaient lieu. Donc, tous ces gens-là ont mis leur argent en commun pour donner du travail à ceux qui étaient au chômage. Et il s'en est construit des choses, mais vraiment beaucoup des choses, plein d'autoroutes. Je te le dis, là, le paysage routier du Québec a changé après la grande crise. À certains endroits, même, ils érigeaient des camps de travail pour faire des chemins de fer, par exemple, des routes dans les campagnes pour relier deux villages. Les hommes étaient engagés puis ils dormaient comme ça, dans des camps de travail.
Puis, ben, ceux qui étaient les moins pénalisés, je te dirais, durant cette grande crise-là, c'était les cultivateurs parce que eux, ils avaient leur ferme et puisqu'ils cultivaient, ils pouvaient manger à leur faim. Ils avaient des animaux qui produisaient des œufs et souvent les gens de la ville allaient s'approvisionner en campagne. Donc, il y a eu un grand retour à la terre. Il y a plusieurs gens qui étaient en ville pour travailler dans les usines qui ont décidé de retourner pour être cultivateurs. Fait que, c'est ça. Donc, ce qui a mis fin à la seconde, à la grille, voyons, à la grande crise économique, c'est l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Parce que, bon, Hitler, dont je vais te parler au prochain cours, parce que la guerre éclate, ben, l'économie se remet en branle parce qu'il faut à nouveau faire de l'armement, construire des machines de guerre. Donc, les usines vont reprendre leur service à 100%. L'économie va remonter. C'est spécial, hein? Ben, c'est ça. Fait que la grande crise s'est terminée avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Et je t'en parle au prochain cours. J'espère que tu as un petit peu mieux compris. Il y a ici une vidéo. Écoute les 2 premières minutes et 40 secondes. Ça va t'aider à mieux là, comprendre tout ce que je viens de te dire. Donc, je te laisse écouter ça par toi-même. Je te laisse le slide en pièce jointe. Ben, salut! À la prochaine!